Salut tout le monde et bienvenue pour l'Over the Results de WrestleMania 31 qui a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 mars 2015 dans le Levi's Stadium, je crois que c'est à Santa Clara dans l'état de Californie. Je vais pas m'attarder beaucoup sur le pré-show, un petit peu plus que d'habitude parce qu'il y a eu quand même deux matchs assez importants. Le premier a vu Cesaro et Kid conserver leur titre contre Los Matadores de New Day et les Usos qui ont fini seuls. Enfin, Jimmy Uso a fini seul vu que Jey Uso était blessé déjà avant et je comprends mieux maintenant leur présence dans le match. C'est juste pour avoir un WrestleMania moment en plus, même si c'est dans le pré-show. Ils ont pu nous faire don de leur présence et moi personnellement je trouve que c'est bien pour eux, même si j'ai pas forcément vu le pré-show, je l'ai pas vu en entier. J'ai vu les meilleurs moments des matchs qu'on peut voir sur YouTube parce que comme vous le savez j'étais en train d'animer ou en tout cas participer à l'émission spéciale de WrestleMania 31 sur Zone Radio. Donc j'ai pas pu voir ce match-là, enfin ces matchs-là en direct. Et le deuxième a vu le Big Show remporter la bataille royale en mémoire d'André le Géant. Surpris, oui vraiment surpris, mais c'est une bonne surprise de voir le Big Show remporter ce match-là. Pourquoi? Parce que je trouve que les gens sont un petit peu de mauvaise foi concernant le résultat de ce match-là, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux. Je trouve que je vois que les gens, en fait, ils attendent que le vainqueur de ce match-là reçoive un push. Et quand on dit push, on voit plutôt des jeunes talents et pas forcément des vétérans. Après, ce que je vois qu'ils ont fait avec Cesaro l'année passée après sa victoire justement dans le même match, voilà, je me dis que c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir le Big Show et pourquoi pas avoir un dernier run pour je ne sais pas quel titre, mais ou juste un run comme ça seul avant de prendre sa retraite, pourquoi pas. Mais moi je trouve que ça fait plaisir de voir le Big Show gagner, il gagne un peu en crédibilité. Je l'attendais plutôt dans un rôle qui était le même que l'année passée, c'est-à-dire qu'il se fasse porter un slam en dehors du ring, un peu comme Cesaro l'avait fait l'année passée, mais non. Je m'attendais à ce que Miz 2 gagne, mais non, Big Show gagne et il gagne encore de la crédibilité. Je pense que ça ne peut que lui faire du bien. Ensuite, on passe au main show, donc je vais essayer de décrire un petit peu moins les shows comme je l'ai fait les dernières fois pour mes Over the Results, parce que je prends peut-être un petit peu beaucoup de temps, donc je vais directement enchaîner par le premier match qui voyait donc un ladder match pour le titre intercontinental détenu par Bad News Barrett. Les autres compétiteurs étaient R-Truth, Dean Ambrose, Luke Harper, Dolph Ziggler, Daniel Bryan et Stardust. Je crois que j'en oublie aucun. Le match a été remporté par Daniel Bryan, je le dis dès le début parce que souvent on me reproche que j'oublie de dire comme les résultats et d'en parler trop sur les détails du match. Donc là, Daniel Bryan est le nouveau champion intercontinental. Concernant le match, alors juste au niveau des détails, j'ai bien aimé le look de Dolph Ziggler, donc les cheveux attachés, un peu tressés je crois, plutôt que d'avoir son côté trop crâneur, trop chauffe. Je trouve qu'à WrestleMania il paraissait un peu plus sérieux. Ça a l'air de saucer avec sa cape, donc ça c'est des points à mettre en avant. Les deux qui sont passés un petit peu plus en avant, je trouve, dans ce match sont Stardust et Bad News Barrett. Stardust, déjà avec son échelle à paillettes, l'échelle galactique qui fait monter aux étoiles. Non, voilà, vraiment, j'ai bien aimé. Et puis Bad News Barrett aussi, on les a vus à deux reprises ensemble. La première, donc justement, qui mettait en avant aussi cette échelle, où Bad News Barrett l'a cassé un petit peu et a attaqué Stardust avec le bout d'échelle, donc c'était la première marche de l'échelle, et où Bad News Barrett a porté sa souplex une souplex sur Stardust du haut d'une grande échelle. Donc vraiment, c'est les deux lutteurs que je mettrais en avant. R-Truth est passé totalement transparent dans ce match-là, je ne l'ai pas vu vraiment. D'autres petits moments à mettre en avant, j'ai mis que la chute de Dean Ambrose sur l'échelle, donc provoquée par Luke Harper, après c'était pas un choc, je sais plus ce que c'était, mais bref, c'est pas grave, qui casse l'échelle, il retombe très très mal, alors j'espère qu'il va bien, parce qu'un push semble se dessiner pour lui jusqu'à SummerSlam de cette année. Ce serait con qu'il se blesse, mais il est très très mal retombé. On ne l'a pas vu à la suite durant tout le reste du match, à la suite de ce coup-là. Donc je m'inquiète un petit peu quand même. Il avait l'air d'être un petit peu mal en point. Et puis je mettrai aussi en avant la fin du match entre Daniel Bryan et Dolph Ziggler, où vraiment il s'acharne pour avoir le titre intercontinental. Et ça, et on accumule aussi le petit moment backstage après le troisième match de la soirée où on voit Daniel Bryan qui est félicité par plein d'anciens champions intercontinentaux, donc qui sont des grands messieurs. Ça montre à quel point on veut redonner du prestige au titre intercontinental. Et le fait que Daniel Bryan le gagne, il a gagné le main event de WrestleMania l'année passée, ça ne peut que redonner du prestige. Un point négatif, le temps du match, je l'ai trouvé un peu trop court, voilà, je m'attendais peut-être un petit peu à mieux sur ce point-là. J'ai mis 9 sur 10, donc vous pouvez voir le détail de ma façon de noter les matchs dans la description. Et vous aussi, vous pouvez noter les matchs dans le premier lien qu'il y a dans la description sur spiritofwrestling.com. Le deuxième match a vu Seth Rollins affronter Randy Orton, donc le membre de l'autorité contre l'ancien membre de l'autorité.
Au début, donc pour le premier tiers, j'ai eu l'impression de voir Randy Orton contre Triple H à WrestleMania 25, c'est-à-dire qu'il y a une storyline quand même assez dingue, mais ça se ressent pas sur le ring dans le match à WrestleMania. Donc j'ai trouvé assez fade et sans rythme. Par contre, les 2 derniers tiers, c'était de la folie. Incroyable, autant dans les manœuvres que portait Seth Rollins, parce qu'il y a quoi? Il y a le topé suicida, il y a le corkscrew moonsault, je crois aussi, où on voit, enfin, Seth Rollins porte tout le temps la prise aveugle, si on veut bien. C'est lui qui doit vraiment viser alors qu'il voit rien. Je trouve ça assez impressionnant. Le rythme a été incroyable, j'ai déjà dit. Randy Orton est assez rapide aussi, c'est important de le préciser. À ce point-là, c'est assez dingue. Et puis on a eu lieu, enfin, ce match-là a eu lieu au plus beau RKO pour moi, hein, c'est personnel, mais jamais vu. Comment vous expliquer ça pour ceux qui ne l'ont pas vu? Je pense que vous l'avez vu si vous êtes là, c'est un peu normal. Mais Seth Rollins voulait porter un curb stomp et avec l'élan qu'il a pris juste avant d'appuyer son pied contre le dos ou l'arrière de la tête de Randy Orton a profité de cet appui pour se relever, faire éjecter Seth Rollins et lui porter un RKO quand il est atterri. Parfait. Donc il y a juste cette première partie du match, ce premier tir qui est un peu moche. C'est pour ça que j'ai mis 9 sur 10. Encore une fois, vous pouvez voir les détails de ce match-là dans la description de la vidéo. Le troisième match a vu Triple H affronter Sting. Donc alors là, on entre dans le premier match what the fuck de la soirée. J'ai pas tout compris, hein. J'avoue que j'étais un petit peu paumé dans ce match-là. Et surtout avec le recul maintenant, je me dis quoi? Pourquoi tout ça? En tout cas, je vais dire d'ores et déjà la note du match. J'ai mis 10 sur 10. Pourquoi? C'est totalement subjectif. C'est parce que ce match-là, tout comme le main event, même s'ils ne sont de loin pas parfaits, ils ont ce petit plus qui permet à un match de se souvenir des années après. Un peu comme le main event de Survivor Series l'année passée, pardon, ou encore la défaite de l'Undertaker l'année passée à WrestleMania 30. Voilà, c'est pour ça que je vais mettre 10 sur 10 sur ce match-là et dans le main event. Je rappelle juste que Triple H a battu Sting. Donc là encore, il y a un élément de surprise qui est assez étonnant, vu que Sting c'était son premier match et il le perd. C'est très très rare qu'on voie ça. Ensuite, j'ai mis, déjà avant de parler du match, les entrées sont juste incroyables. Sting avec les percussionnistes chinois, non c'était des japonais, c'était dingue, ils étaient tous maquillés en Sting comme vous l'avez vu, ça m'a foutu les frissons. Et puis d'un côté on a les frissons, l'impressionnant, et d'un autre côté on a justement ce côté action de Triple H qui est un peu en Terminator. C'est des entrées qui sont magnifiques et Triple H il les enchaîne là déjà avec celle de l'année passée. J'ai beaucoup aimé. Voilà, alors, ce match-là, il ressemble un peu au précédent, c'est-à-dire que le premier tiers est juste catastrophique. On va dire que jusqu'à l'intervention de l'ADX, alors j'ai pas compris, j'en parlerai après, mais jusqu'à l'intervention de l'ADX, c'était assez fade. Sting s'est toujours bien lutté, mais il y a quand même un problème de rythme. J'ai trouvé que Triple H il est maigre, on dirait un paquet de muscles, mais avec des jambes toutes fines, vous voyez. C'est bizarre, on dirait que sa peau est... Il n'y a rien entre sa peau et ses muscles, vous voyez que c'est tout fin, je le trouve vraiment sec en fait, c'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir avec lui. Bon, comme je l'ai dit, il y a l'intervention de DX, puis l'intervention de NWO, donc j'ai pas compris. C'est mal fait dans le sens que, avec le recul, bien sûr, je comprends, NWO représente la WCW et donc représente Sting, même s'ils ont été en rivalité à un moment donné. Et la DX représente la WWE et bien sûr Triple H qui en a fait partie. Mais sur le moment, j'ai pas compris tout simplement parce que dans la rivalité, on n'en a pas fait part. On a fait part de la rivalité WWE contre WCW qui date de plus de 15 ans, je crois, si je me souviens bien. Mais on n'avait jamais parlé de NWO ou même de la DX dans cette rivalité. Donc moi, ça m'a fait bizarre. Après, ça rajoute du star power, c'est très très bien. Mais j'ai été un peu perdu, je dois l'avouer, je comprenais pas. Et encore, Shawn Michaels qui intervient après pour porter un switching music sur Sting. J'étais là, mais what the fuck, quoi. C'est juste impressionnant, je comprenais pas forcément beaucoup. C'est vrai que c'était mal approprié, ils auraient dû quand même en faire part. Après, il y a un élément de surprise qui aurait peut-être été gâché, j'en sais rien. Mais moi, personnellement, j'aurais préféré que la WWE en fasse part au moins dans ses promos, ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est un petit détail, hein, je chipote. Sinon, à partir de ce match-là, ça a été très très bien rythmé. Le public a été en folie de voir Hulk Hogan, Kevin Nash et tous les autres. Il y a eu un rythme de malade. Le match était un match sans disqualification, donc je ne le savais pas. Ça a rajouté un côté en plus, parce qu'imaginez qu'il y a des interventions après qu'il y a une disqualification, c'est dégueulasse. A noter aussi que la batte de baseball est plus forte que la massue. Il l'a cassée en deux. Et puis j'ai mis finalement Triple H qui bat Sting, c'est une grande surprise. C'était dingue, donc voilà, j'ai mis 10 sur 10. Quatrième match, et là je vais pas en parler longtemps, les anti-divas, donc AJ Lee et Paige ont battu les Bella Twins, donc Nikki et Brie. J'ai mis que c'était un match un peu plus long pour des divas, ça a rehaussé un peu la division.
féminine. Donc c'est un bon petit pas en avant. Ça y va vraiment lentement, mais bon, c'est un bon petit pas en avant. J'ai mis la note de 6,5 sur 10. C'est pas énorme, hein. Pour moi ça fait un petit peu tâche, c'est un peu trop soft comparé aux autres, même s'il n'y a pas forcément grand chose à critiquer dans ce match-là. Le match est correct, il manque un petit peu de rythme quand même et un peu d'ambiance de la part du public, mais ça reste globalement correct et je sais pas si je l'ai précisé, le match s'est terminé avec une victoire des Face. Cinquième match de la soirée, Rousseff défendait son titre US contre Cena presque un an après avoir fait ses débuts et donc en gardant sa stricte d'invincibilité jusque-là. John Cena a eu une entrée spéciale patriotique que j'ai pas forcément appréciée parce que ça se passait que sur le petit tronc. Voilà, un petit peu déçu. Par contre, Rousseff, c'était impressionnant. Il arrive sur un temple, le mec, aucun respect, quoi. Je veux dire, rien à foutre des Américains, c'est un truc de malade. Concernant le match, j'ai mis que le rythme était soutenu dès le début et ça fait plaisir à voir. S'enchaîner direct, hein. On sentait que Cena était agressif, était énervé, Rousseff pareil. Cena, donc après avoir enchaîné le Tornado DDT l'année passée où il a un petit peu, diversifié son panel de prises et nous sort une sorte de stunner modifié en plein air, c'était assez impressionnant, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai mis que le public était à fond dans le match encore une fois et c'est un très très bon public, je tiens à le préciser à ce moment-là du pay-per-view. Normalement ça arrive dans le Raw post-WrestleMania, là ça arrive à WrestleMania, donc j'ai été assez surpris. Je me demande ce qui va se passer, ce soir. Je suis assez curieux de savoir comment le show va se construire, non seulement de la part des bookers, mais aussi de la part du public. Et puis j'ai mis que le finish était un peu décevant, mais sinon en champion c'est bien, ça me fait plaisir de le voir champion US. À l'image de Daniel Bryan, champion intercontinental, ça rehausse le prestige du titre. Parce que le titre US, il n'a pas forcément beaucoup d'histoire, hein, je vais me faire taper dessus, mais pas autant que le titre intercontinental, ça c'est sûr. Et puis on nous avait parlé d'une surprise, Vince McMahon avait parlé d'une surprise à la hauteur de l'Undertaker qui perdait l'année passée. Je m'attendais à ce que ça vienne de là, que Cena abandonne, mais finalement ça n'a pas été le cas. Donc pour la note du match, j'ai mis 8,5 sur 10, je suis assez généreux. Ensuite, petit segment avec Ronda Rousey, donc je ne sais pas si je dis correctement, il faudra m'excuser. Donc elle fait partie de l'UFC si je ne me trompe pas, où elle s'amuse à casser des côtes et les bras à d'autres combattantes. Cette femme, non seulement c'est une des plus belles femmes du monde selon moi, donc là je fais un petit coucou à Leslie Moxley qui sera entièrement d'accord avec moi si je regarde cette vidéo, mais c'est aussi la femme la plus dangereuse. Cette femme me fait peur. Autant quand elle regarde Stephanie McMahon avec son côté un peu méchant, je la trouve dangereuse, mais je la trouve séduisante aussi. Je sais pas, cette femme est bizarre. Franchement, donc ça fait plaisir de la voir. Le rock, ça m'a fait un petit peu moins plaisir, mais c'est un segment intéressant, mais beaucoup trop long, bordel. Il y a eu 10 minutes de trop sur ce pay-per-view là, je vais pas m'en plaindre, mais ce segment-là était beaucoup trop long. Voilà, petite aparté faite, je vais parler de l'avant-dernier match, donc qui opposait l'Undertaker à Bray Wyatt. Voilà, on a eu une breaking news, donc on en a parlé sur Zone Radio, qui nous disait que Bray Wyatt était blessé à la cheville. Ça s'est pas forcément ressenti, en tout cas visuellement, il avait pas l'air de se tenir la cheville, à part à un moment, mais je pense que c'était juste pour vendre les prises, les coups que lui donnait l'Undertaker. Avant de parler du match en lui-même, j'ai adoré l'entrée de Bray Wyatt avec ses zombies, qui c'est pas très original au fond, mais c'est la première fois que moi je vois ça à la WWE, et je pense que c'est vraiment la première fois. Après, il y a un problème pour ces entrées-là, c'est qu'il y a des problèmes de luminosité. On est en plein air, l'Undertaker sans lumière noire, enfin vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas le côté sombre que peut avoir Bray Wyatt avec les briquets que met le public, avec l'Undertaker où ça s'assombrit. On est en plein air, il fait encore à moitié jour à ce moment-là, donc ça a enlevé un petit peu un côté magique, je trouve. Après voilà, ce match-là, un manque de rythme, l'Undertaker a pas forcément empiré depuis l'année passée. C'est même, je trouve que c'est un petit peu le contraire. Pas beaucoup, hein. Je veux dire, l'année passée, il était vraiment à bout de souffle. Là, c'était le cas, mais c'était un peu moins flagrant. Mais ça reste que l'Undertaker est quand même sur la fin. Et je trouve qu'il y avait un manque de rythme flagrant. Même Bray Wyatt paraissait faible, je trouve, à la fin de ce match-là. Donc forcément, il fallait adapter le rythme de l'Undertaker. Je me demande ce qui va se passer du côté de Bray Wyatt ces prochaines semaines. Je le soutiens entièrement. J'espère qu'il gagnera un peu plus de crédibilité. Je dis pas qu'il l'a perdu là, mais c'est quelqu'un d'assez vif quand même pour son gabarit. Et là, on l'a pas ressenti. Et donc j'ai mis une victoire pour terminer, c'est tellement mieux quand même pour l'Undertaker. Donc c'est pour ça que je dis, malgré tous ses défauts, je me souviens que l'année passée j'ai dit que l'Undertaker fallait qu'il revienne et qu'il gagne son dernier match à WrestleMania 31, même si le match est catastrophique. Et je peux pas pénaliser ce match-là. J'ai mis la note de 7,5 sur 10, ce qui pour moi je peux pas mettre moins. Ça valait sûrement moins, j'en suis conscient, à l'image du main event que je mets 10 sur 10 et du match Sting contre Triple H. Voilà, ce Over the Result est quand même
passablement subjectif, je trouve. Mais je pouvais pas me faire plus. Et puis j'ai quand même une petite déception, c'est qu'il n'y a rien après le match. Pas de passage de flambeau entre l'Undertaker et Bray Wyatt. J'aurais vraiment apprécié. Et pour terminer, le main event qui opposait Brock Lesnar, le champion de la WWE en titre, face à Roman Reigns, le vainqueur du Royal Rumble de cette année. Que dire de ce match-là? On a 15 minutes de match où Brock Lesnar fait du Brock Lesnar, c'est-à-dire souplex, F5, et il démonte Roman Reigns, pardon. Ça ressemblait vraiment beaucoup au match qu'on a eu entre Cena et Lesnar à SummerSlam 2014. Après, je me suis dit, je sais pas qui allait gagner. Franchement, j'étais quand même à fond sur Roman Reigns parce que, enfin, à fond. J'étais sûr, je voulais pas qu'il gagne, mais j'étais sûr qu'il allait gagner. Parce que ça fait depuis le mois de juin qu'on nous casse un peu les bonbons en disant qu'il allait remporter le main event de WrestleMania. D'un côté, il restait 10-15 minutes de show et je me suis dit, Roman Reigns qui bat Brock Lesnar en 10-15 minutes, ça va pas le faire et ça va faire rager trop de monde. La WWE a déjà peur de la réaction des fans envers Roman Reigns s'il devient champion. S'il le bat en 10-15 minutes avec un spear comme il l'a fait avec Daniel Bryan à Fastlane, ça va pas le faire. Donc voilà, je savais pas trop où me mettre et j'ai mis que j'aimais bien voir les lutteurs se faire détruire par Lesnar, c'est toujours autant appréciable. Je l'oublie assez souvent, hein, ces temps, c'est normal, Lesnar n'est pas souvent là, mais c'est quand même un point à mettre en avant. Ce mec est crédible comme jamais. Et puis ce qui est intéressant quand même, c'est que le schéma de match ne faisait absolument pas penser à un possible cash de Seth Rollins. Je m'explique, Roman Reigns se fait dominer tout le match et on se dit, non, le mec, pour être le prochain babyface, le top face de la compagnie, il va pas se faire battre en 10-15 minutes comme a subi la défaite de Cena à SummerSlam 2014. Cena pouvait se permettre ça, il était à ce moment-là, je crois qu'il était déjà 15 fois champion du monde. Roman Reigns, c'est son premier WrestleMania, il peut pas subir ça, c'est pas possible. Il faut être quand même assez logique. Donc je me suis dit, ça va pas, et je pense que Roman Reigns va pouvoir enchaîner, blesser Brock Lesnar, pourquoi pas, et enchaîner sur une victoire. Et finalement, c'est ce qu'il a eu. Vous l'avez vu, il l'a envoyé sur le poteau. Donc Roman Reigns a envoyé Brock Lesnar sur le poteau. Il a saigné, il était complètement groggy. Et là, je me suis dit, Roman Reigns, c'est l'opportunité pour le finir. Alors effectivement, plein de Superman Punch, 2 spears à répétition. Et Brock Lesnar réagit et est tout simplement imbattable. Donc ça, c'est bon à voir. Déjà, Roman Reigns se tape 3 F5, ça c'est un petit peu moins bien. Mais au moins, c'est un match qui est... où il y a de l'action, c'est pas comme le match à Fastlane entre Bryan et Reigns. Donc moi personnellement ça me fait plaisir. Et là on arrive au 4ème F5 et 10 suplex de Lesnar sur Reigns. Et on se dit c'est la fin. Et là, cash de Seth Rollins. Magique. Magique. C'est la première fois déjà qu'un lutteur cash à WrestleMania. Et c'est aussi la première fois qu'un lutteur cash en plein match. J'étais déçu, alors j'en ai pas parlé pour le match Rollins contre Orton, j'avais une peur en fait avant le show, c'est que Seth Rollins fasse un peu le fuyard, qu'il fasse un peu le chiard et qu'il parte en courant. Contre Orton ça s'est pas ressenti, juste la J&J Security qui est intervenue une fois, et là le mec cache en plein match. Donc oui, ça fait opportuniste, ça peut faire un peu lâche, mais moi je trouve ça comme une preuve de courage. Il y a Brock Lesnar, il y a Roman Reigns. Je trouve que le fait d'avoir fait ça, ça montre la crédibilité de Seth Rollins à son maximum. En tant que heel, il est au top. Moi franchement, j'en tremblais quand je l'ai vu arriver. 1 heure encore après, quand le show était fini, je me suis endormi à 6 heures. La pression commençait à redescendre. J'en pouvais plus, j'avais même les larmes aux yeux. Et là, c'est parfait. Je me rends compte que mon Busted Open, vu qu'il va se terminer mercredi, il aura commencé l'Euro Pre-Elimination Chamber 2014. Donc avant que le Shield affronte la Wyatt Family. Et se terminera avec Seth Rollins champion, s'il perd pas son titre ce soir. Ce serait quand même assez con, je dois dire. Mais au moins, je termine mon Busted Open avec un très très bon point et ça me fait plaisir. Là, j'ai mis 10 sur 10, c'est parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui font que ce match est à retenir dans tous les sens du terme. Voilà, c'est un magnifique show qu'on a eu là, je trouve. Alors, la note, ça fait 8,6 sur 10. Et il atteint pas WrestleMania 30, donc il a le record avec 9,1 sur 10. Ça fait une note de 4 étoiles sur 5. On est presque aux 5 étoiles. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Même si vous n'avez pas apprécié le show, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, ça me ferait plaisir. Et puis, que vous dire de plus? On se retrouve mercredi pour le dernier Busted Open. Je vous invite à liker la page Facebook Direct Wrestling également si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve tout prochainement pour la Hardcore Flashback qui arrivera je pense d'ici une semaine. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt.